Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, merci infiniment de nous avoir rejoints. Nous avons eu le plaisir de nous voir au cours des dernières semaines pour préparer cette réunion et j'ai pu mesurer à quel point votre engagement était total pour faire de cette rencontre quelque chose de passionnant, mais aussi de pertinent, ce qui n'est pas simple. Par ces temps de crise, l'économie est un peu la mère de toutes les batailles. Ça n'est pas forcément mauvais que nous commencions par là, aujourd'hui. Et nous allons voir avec vous comment vont évoluer les différentes forces sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, en 2011 et au-delà, comme nous y a invité à l'instant Ludo van der Eden. Alors, Philippe Aghion, par ordre alphabétique, vous êtes économiste, professeur à Harvard, mais vous êtes aussi membre du Conseil d'analyse économique. Vous avez participé à la commission Attali sur la croissance, version 1 et version 2. En 2007, vous avez conseillé Ségolène Royal. Vous nous direz peut-être si la candidate aux primaires socialistes vous a demandé à nouveau son aide, votre aide, pardon. Mais j'ajoute tout de suite que Philippe Aghion vient de rédiger un rapport sur la gouvernance des universités pour Valérie Pécresse. C'est un éclectisme qui sied évidemment, naturellement, aux États de la France. Suzanne Berger, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir. Notre obstination a payé à Denis et à moi, car nous rêvions depuis longtemps de vous avoir ici aux États de la France. Vous êtes professeur au MIT, mais la France est loin de vous être inconnue, car vous siégez aussi au conseil d'administration de BNP Paribas. Et vous avez contribué il y a peu à une vaste enquête sur l'innovation au sein des entreprises originaires d'Île-de-France et fortement mondialisées. Nous y ferons probablement allusion tout à l'heure. François Bourguignon, vous êtes directeur de l'École d'économie de Paris, une institution toute jeune, mais pleine d'avenir, qui égalera sûrement un jour ses grandes concurrentes anglo-saxonnes. Votre carrière vous a fait beaucoup voyager, notamment à la Banque mondiale, dont vous avez été un des vice-présidents. Vous participez aussi en ce moment même à la commission qui se réunit autour de Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, sur la réforme de la fiscalité française, chantier tout à fait simple, comme chacun sait. Michel Didier, vous présidez, comme chacun sait aussi, l'Institut de conjoncture COE Rexecode, titre que vous cumulez avec celui de membre permanent des États de la France, qui vous a accueilli au cours de ces 5 éditions. Vous détenez ce record avec un autre participant que nous citerons tout à l'heure. De vous, on peut dire que vous êtes un macroéconomiste, mais auquel la fréquentation systématique des entreprises, qui sont vos clientes, a permis de bien tourner. Vos prévisions se nourrissent largement de ce qu'elles vous disent et surtout de ce qu'elles vous donnent à observer. C'est ce que le public des États de la France apprécie particulièrement avec vous. Jean-Hervé Lorenzi, enfin, qui n'est pas aussi fidèle que Michel Didier, mais qui a déjà honoré les États de la France de sa présence et que nous retrouvons toujours avec un immense plaisir. Parmi les nombreuses casquettes que vous revêtez, nous retenons celle de président du Cercle des économistes, une petite boutique que votre énergie et votre enthousiasme a transformée en grande surface. Vous êtes aussi professeur, banquier, auteur de livres, dont le prochain va paraître bientôt et qui s'appellera, je crois, « Le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire ». Peut-être qu'il y aura le même destin qu'un autre fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais en tout cas, c'est de la France qu'il s'agit là. Voilà. Alors, nous allons vous entendre dans un instant, mais conformément à la tradition, je vais demander à notre président de séance, comme on dit usuellement dans cette enceinte, de bien vouloir ouvrir notre débat. Tony Blanco, vous êtes directeur général adjoint de Barclays Bank en France, et à ce titre, donc l'un des partenaires des États de la France. Vous remplacez aujourd'hui Pascal Rocher, qui est directeur général de Barclays Bank, qui a été exceptionnellement retenu à Londres et qui chargé de vous présenter ses excuses, mais à ce titre, il vous revient très officiellement d'être le porte-parole de l'assistance en passant à nos experts la commande des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'ils vous répondent. Merci Gilles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, On va éteindre nos portables, je propose. Voilà. Alors pour ouvrir ce débat et pour paraître tout aussi scientifique que l'INSEAD, je me suis livré à un petit sondage en profitant des quelques minutes avant le début des discussions. Et en fait, ce petit sondage n'avait pas vocation à être scientifique, mais j'ai profité de ces quelques minutes pour poser quelques questions à plusieurs d'entre vous, pour échanger un peu avec des personnes de la salle et recueillir les questions que vous vous posez.
Et ce que j'ai entendu et ressenti, en fait, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations, je dirais même beaucoup de confusion. Et si je reprenais, Gilles, l'analogie virale que vous faisiez en introduction, il est vrai qu'on est depuis 3 ans confronté à une crise aux formes mutantes. Il y a eu le choc de 2008, la crise de liquidité, il y a eu les interventions massives des États et des banques centrales pour soutenir l'activité. On a eu une année 2009 difficile, et puis aujourd'hui on a quand même le sentiment que la crise perdure, beaucoup d'interrogations. C'est vrai que globalement la croissance, sous le contrôle de nos amis économistes, la croissance 2010 a été plutôt une agréable surprise par rapport à l'image qu'on pouvait en avoir en 2009, mais il semble aujourd'hui qu'on soit dans une situation difficile, et en tout cas que les États sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes de soutien de l'activité, compte tenu des niveaux de dette qui sont maintenant colossaux. Alors, si on regarde l'Europe, ma compréhension, c'est qu'on fait face à une situation extrêmement contrastée. On a d'un côté des pays comme l'Irlande, le Portugal, la Grèce qui sont en grande difficulté. À l'autre extrême, sans doute, l'Allemagne qui semble repartie sur la voie de la croissance. Pour ce qui est de la France, des interrogations, on a entendu ces derniers jours des messages plutôt encourageants en termes de prévision de croissance revue à la hausse. Mais globalement, aujourd'hui, je me sens un peu le représentant d'une interrogation, d'une désorientation. Donc si vous me permettez, pour reprendre vos mots, de passer une commande, je crois que nous avons besoin que nos amis économistes aujourd'hui nous éclairent sur quelques grands sujets, des sujets classiques. Je dirais premièrement inflation et fiscalité, deuxièmement évolution des monnaies, troisièmement, je dirais enfin et surtout perspective de croissance. Et si je suis un tout petit peu plus précis, je dirais dans le contexte global actuel de hausse des dettes, niveau de dette très élevé, comment va évoluer le couple fiscalité et inflation, en particulier en France, et est-ce que la situation financière périlleuse de certains États ne va pas tuer dans l'œuf la reprise? 2, pour moi banquier, c'est une question importante, comment vont évoluer les monnaies? Qu'est-ce qu'on peut en dire? À quoi s'attendre? Et puis 3, sur la croissance, sur quoi tabler, et peut-être développer un petit peu le triplet classique, demande, investissement, exportation. Qu'est-ce qui va se passer sur ces différents sujets? Alors j'ai bien conscience qu'il est beaucoup plus facile de poser les questions comme je viens de le faire que d'y répondre. C'est pourquoi je vais laisser la parole à nos amis économistes. Bien, merci Tony Blanco. Vous pourrez évidemment être est bien satisfaite. Alors voilà un peu comment nous avons réparti les rôles. Avec Michel Didier, nous allons essayer de dresser le paysage complet de la conjoncture en 2011. Croissance, rechute, croissance molle, reprise lente, inflation, déflation, chômage durable, en recul. On va essayer avec Michel de camper le décor. Ensuite, avec Jean-Hervé Lorenzi, on essaiera de tracer quelques scénarios de la crise financière et monétaire dans lequel, en apparence, nous semblons nous enliser. Il nous dira si nous avons le droit à avoir quelque espoir ou si nous sommes fondés à redouter une nouvelle catastrophe. Ensuite, François Bourguignon nous parlera de réforme fiscale, l'un des grands programmes fixés par Nicolas Sarkozy, en tout cas pour la dernière phase de son quinquennat. Il nous dira s'il a l'impression ou non que le problème est pris par le bon bout. Je demanderai ensuite à Suzanne Berger de prolonger cette recherche sur les questions un peu structurelles qui sont cruciales pour l'économie française, à savoir sa capacité d'innovation, on y faisait allusion tout à l'heure, Lido, les chances qu'elle a de les développer, à quelles conditions, le tout en profitant de la comparaison avec d'autres économies que lui autorise son incomparable expérience internationale. Enfin, le mot de la fin pour la première partie de notre discussion reviendra à Philippe Aghion, à qui je demanderai de se risquer à un scénario de sortie de crise et surtout de nous dire de quelle manière la France pourrait en hâter la venue et en profiter pleinement lorsqu'elle se reproduira cette sortie de crise. Alors, le principe pour les habitués n'a pas changé. Je vais être odieux sur les durées. Chaque expert a le droit à 6, 7, 8 minutes maximum d'intervention. Ensuite, s'organiseront le débat entre eux et le débat avec vous-même. Michel, tu commences. Merci. La question que Gilles souhaitait que j'adresse était simple, c'est à quoi ressemblera l'économie française en 2011 ? Et je vais directement vous donner ma réponse.
je vais ensuite expliquer les raisons de ma réponse et les points de basculement possibles pour d'autres scénarios que celui que je vais vous indiquer. Alors ma réponse, elle est assez rapide. Le plus vraisemblable me semble être que 2011 sera pour l'économie française une année de croissance économique moyenne, qui se terminera plutôt un peu mieux que la manière dont elle commencera, qu'il y aura toujours très peu d'inflation, que les salaires augmenteront peu, que le chômage baissera un peu, que l'investissement repartira un peu et la consommation augmentera très peu. Enfin, la fiscalité, puisque ça a été évoqué, augmentera un peu plus qu'un peu. Tout cela fait beaucoup de peu, mais c'est la situation qui le veut, et cela me conduit justement à expliquer les raisons de ma réponse. J'ai, vous l'avez souligné, Gilles, le grand privilège de participer à ces États de la France depuis quelques années. C'est aussi un grand risque, parce qu'on se trouve ainsi confronté à ses propres pronostics antérieurs. Il y a 2 ans, à l'automne 2008, j'étais donc aux États généraux aux États de la France, peut-être pas ici, je ne me rappelle plus où c'était exactement, mais c'était le 25 novembre 2008. Et nous étions en pleine crise financière, vraiment dans l'épicentre de la crise. L'économie mondiale était en chute libre. Certaines grandes organisations internationales, vous en avez sans doute le souvenir, annonçaient une nouvelle crise de 1929. On en a parlé plusieurs fois. Et à l'époque, je vous avais dit que je ne croyais pas du tout à la thèse de la Grande Dépression pour 3 raisons. Et là, je ne fais que citer mes petites notes que j'ai retrouvées sur l'année 2008, du 25 novembre 2008. La première, c'est que les réactions de politique économique avaient été vigoureuses et très rapides. La deuxième, c'est qu'il y avait des mécanismes autocorrecteurs que les dites organisations internationales oubliaient. Et la troisième raison, c'est que je croyais beaucoup à la réactivité des chefs d'entreprise qui allaient s'adapter et ne demandaient qu'une seule chose, c'est de repartir le plus vite possible, ce qu'on oublie souvent dans les macroéconomistes purs. J'avais donc conclu que je prévoyais un atterrissage à la mi-2009 et un rebond de croissance dès la deuxième partie de 2009 et pas du tout à 2 années de récession profonde. Voilà ce que je conclus. Alors si je rappelle ceci, ce n'est pas du tout pour rappeler que les choses se sont effectivement passées plutôt comme cela, mais pour dire qu'au fond, je n'ai pas envie de changer un scénario qui marche. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense que le retour d'une certaine croissance, entre 1,5 et 2% pour l'année 2011, on aura fait à peu près la même chose, peut-être même un peu plus en 2010, ce qui est extraordinaire après une récession comme celle qu'on a connue, va continuer. On est au début d'une période de croissance relativement durable. Moyenne, modeste, mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'est à peu près la croissance qu'on a connue sur les 10 dernières années. Donc c'est quand même parfaitement vivable. Pas de rechute, mais encore 1 ou 2 années avant de déboucher sur une vraie reprise, car il y aura une vraie reprise dans les 3 à 4 ans qui viennent. 3 à 4 ans ? Alors pourquoi 2-3 ans quand même de convalescence, puisque c'était le scénario rebond, convalescence, reprise. Pourquoi 2-3 années ? Eh bien parce qu'il y a des déficits qui ont été créés par la crise, il va falloir les résorber, parce qu'il y a une forte sous-utilisation des capacités de production, ce n'est pas d'ailleurs la France toute seule, c'est l'ensemble des pays développés d'ailleurs qui est dans cette situation, et que pour que l'investissement puisse repartir véritablement, il faut quand même que les sous-utilisations, que les taux d'utilisation de capacité de production reviennent vers la moyenne, ce qui n'est pas encore le cas. C'est le cas en Allemagne, mais ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Et enfin, qu'on ait à nouveau envie de se réendetter, et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, ce scénario pour 2011, on peut le lire, il est peut-être un peu ennuyeux d'une certaine manière, et beaucoup de peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, il n'est pas mauvais, et en particulier,
il ne me paraît pas mauvais du tout pour les marchés financiers. Il veut dire en effet taux d'intérêt relativement bas, même s'ils sont un peu remontés, plutôt baisse de l'euro, parce que je pense que sur l'année 2011, les États-Unis vont marquer un début de redémarrage qui ne sera peut-être pas encore tout à fait le cas de la zone euro, et de ce fait, une certaine libération des marchés boursiers. De façon générale, je dois dire qu'aujourd'hui, malgré un petit peu le sentiment encore d'hésitation de beaucoup, légitime, on assiste à peu près dans tous les domaines à un reflux du risque. Ça, c'est très important. Reflux du risque sur tous les indicateurs. Volatilité des marchés, avec des pointes de temps en temps, mais la tendance, c'est le reflux du risque. Reflux des primes de risque, les spreads sur les obligations d'entreprise, la qualité du crédit d'entreprise est devenue supérieure à la qualité du crédit d'État, ce qui est quand même unique dans l'histoire. Les taux sans risque ont changé de camp, si j'ose dire, et puis un effondrement littéral à l'échelle mondiale des taux de défaut sur les obligations d'entreprise, qui est exceptionnel comme situation. Enfin, exceptionnel. Ça se reproduit toujours à la sortie des crises. Et donc, on est vraiment dans une sortie de crise. Les feux de la reprise passent progressivement au vert. Alors, je terminerai juste par 2 mots pour tenir vraiment mon horaire, en disant qu'il reste quand même des risques, c'est évident. On n'est jamais dans une situation sans risque, ou plutôt des menaces. Alors, j'en vois 2, il y en a certainement bien d'autres, mais j'en vois 2, l'une qui n'est pas chez nous, l'autre qui est chez nous. La première menace, je crois qu'elle est en Asie, malgré la forte croissance, et peut-être à cause de la forte croissance asiatique. Aujourd'hui, pour la première fois, on sent qu'on bute sur... On peut buter, je ne dis pas qu'on bute, mais on peut buter sur une vraie menace de dérive inflationniste dans les pays d'Asie, notamment en Chine, où le taux d'inflation remonte. Il est à retrouver son pic de 2007, avant l'inversion de la récession. Pour l'instant, c'est essentiellement les produits alimentaires, mais ça se communique au salaire. C'est peut-être une bonne chose sur le moyen terme, car l'Asie a besoin maintenant de changer de modèle. La Chine a besoin de changer de modèle et passer d'un modèle export-investissement vers le modèle consommation. Donc elle est d'une certaine manière contente que les salaires augmentent à 20% l'an, ce qui est quand même pas mal. Mais en même temps, le risque pour la première fois d'une spirale inflation prix-salaire peut exister. Je ne sais pas si ça se produira, mais c'est une petite menace aujourd'hui. On la voit aussi d'ailleurs dans d'autres pays émergents comme le Brésil commencer à apparaître. Ça voudrait dire qu'il faudra freiner. C'est ça que ça veut dire s'il y a une menace inflationniste. L'autre risque et menace, il est clairement dans la cohérence de la zone euro. Il s'est passé quelque chose dont on n'a pas tout à fait pris conscience, c'est que la zone euro, la création de l'euro a une immense vertu, et je crois qu'il faut absolument s'en réjouir, c'est d'avoir évité les risques de crise de change à l'intérieur de la zone européenne, puisqu'on a bloqué les taux de change. Mais on a quand même bloqué, en bloquant les taux de change, on a bloqué une des variables d'ajustement clés qui avait pendant 30 ans permis de recaler périodiquement les compétitivités relatives des pays. Par exemple, la compétitivité relative de la France et de l'Allemagne, et si la valeur du franc a été divisée par 2 par rapport aux marques, et même plus que 2 sur les 40 années antérieures, c'est parce que nous avions besoin, compte tenu de nos mécanismes antérieurs, notre salarial, etc., interne à la France, de temps en temps de recaler notre compétitivité. On le faisait et ça repartait. On a bloqué les taux de change, mais je constate que les divergences apparaissent ailleurs. Elles apparaissent notamment dans les relations de compétitivité, avec des parts de marché de l'Allemagne qui augmentent, des parts de marché de la France qui baissent. C'est un problème. Les ajustements devront donc se faire autrement. Ça veut dire concrètement, il faut en être conscient, que si nous ne modifions pas collectivement, ce n'est pas seulement la France, mais les mécanismes intérieurs à l'Europe rapidement, les mécanismes, je dirais, sociaux, la manière dont les choses s'adaptent à l'intérieur des macroéconomies, comme il n'y a plus d'adaptation par l'échange, il y aura soit des crises comme de finances publiques comme on les a connues, et comme on les connaît encore et comme elles ne sont pas terminées,
soit des ajustements macroéconomiques qui voudront dire que soit les facteurs de production se déplacent, ça veut dire l'emploi, soit il y a des divergences de niveau de vie qui risquent de s'introduire en Europe. Voilà. Ça, c'est un sujet majeur. Il faut le regarder sur le plan macroéconomique. Je ne crois pas que les choses soient du tout perdues. Je pense qu'il faut les traiter. Et les traiter, ça passe pas uniquement par de la politique économique, ça passe aussi par une manière de fonctionner autrement de l'ensemble des partenaires sociaux, des entreprises et de leurs salariés. Les Allemands nous ont un peu montré la voie, avec une négociation interne qui marche. Dont on reparlera cet après-midi. Nous avons beaucoup à faire dans ce sens-là. Michel, est-ce que tu dirais que le pilotage conjoncturel, le réglage conjoncturel aujourd'hui français est optimal? On voit bien qu'on se situe entre une rigueur extrême à l'allemande ou à l'anglaise et un laxisme, ou en tout cas une générosité avec les fameux quantity easing d'Obama, des Américains qui continuent de lâcher la bride pour que la croissance surtout ne s'essouffle pas. Est-ce que toi tu penses qu'on est au bon réglage? Moi, j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, peut-être le président de séance, on a l'impression, mais répétant des choses qu'il entendait, on a un peu l'impression que les États sont un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire, etc. Mais je crois qu'il fallait l'interpréter comme c'est un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une chance. En effet, les États sont un peu au bout du rouleau, ils n'ont plus grand-chose. Tant mieux, d'une certaine manière, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours tellement fait ce qu'il fallait. Donc, peut-être même dans cette crise. Par conséquent, d'une certaine manière, ça renvoie le problème aux vrais acteurs économiques, car je ne crois pas beaucoup que les États sont les facteurs de la croissance. Ce qui est le facteur de croissance, c'est le dynamisme des entreprises, et c'est la synergie que peuvent créer les entreprises grâce à l'innovation, etc., avec leurs salariés, parce que les entreprises, c'est d'abord des salariés, c'est le patron, mais c'est aussi les salariés. Donc je crois que c'est là que la nouvelle croissance va se créer. Tout ce qu'on peut demander aux États, c'est de les laisser faire correctement. Bien sûr, il faut réguler, bien sûr, il faut faire tout cela, mais le rôle des États aujourd'hui n'est pas le facteur majeur de la reprise et de la croissance économique. Bien, merci Michel pour ce premier décor campé avec soin et toujours beaucoup de précision. Tu as d'une certaine manière passé assez naturellement le ballon à Jean Hervé qui a accepté d'aborder plus la dimension financière qui, au moins dans l'actualité présente, semble encore plus brûlante, peut-être même un peu inquiétante, voire à certains moments paniquante. Bien, merci. Je vais prendre 10 secondes de mes 6 minutes, puisque j'ai vu que Michel a respecté scrupuleusement les 6 minutes, pour juste dire que l'enquête qui a été faite, enfin pas l'étude qui a été faite par l'INSEAD, est une des choses les plus intelligentes que j'ai jamais entendues sur la situation française, très intelligente dans la manière de traiter le sujet. Et Ludo est parti, mais vous aurez la gentillesse de lui dire, il faut, et vous voyez, je suis en train de commencer à vendre mon bouquin, c'est normal, il faudra introduire un nouveau terme. Il y a les hyperpuissances, les grandes puissances, les puissances moyennes et les puissances intermédiaires. Et en fait, le monde tel qu'il se construit se fera autour d'une dizaine de 2 ou 3 hyperpuissances et 5, 6, 7, 8 puissances intermédiaires. Et c'est ça qui fera, j'allais dire, le nouvel équilibre. Mais là, si vous pouvez le transmettre à Ludo, cela dit, bravo, c'était formidable. Et la bataille française, c'est justement de se situer dans les intermédiaires. Elle l'est, ils l'ont bien rappelé, c'est la 5e ou 6e puissance du monde. Ce livre, enfin, peu importe, mais il y a contre le déclinisme, au fond, ce rapport expliquait bien la réalité de ce que nous sommes. C'est ni quelque chose d'exceptionnel, ni en pleine forme, ni évidemment le discours que nous avons sur nous-mêmes, et c'est en ça que c'est très intéressant. Et donc, c'est ce que nous allons développer à très nombreux l'année prochaine. Bon, alors, les 4 mots qui me viennent à l'esprit, j'ai essayé de résumer ma vision de ce qu'on appellera la crise de l'euro ce matin. Vous voyez bien qu'elle est en train de prospérer heure par heure, puisque les Européens se réunissent aujourd'hui, puisque le débat est permanent. Les 4 mots sont pour moi les suivants. Je suis perplexe, je suis plongé dans l'incertitude, je trouve que les débats sont très confus et j'ai une solution.
Non, j'ai une solution. Nous avons des solutions à proposer. Le quatrième point avec impatience. Pas du tout, mais comme tout bon universitaire, ça doit se dérouler de manière assez logique. Je suis perplexe parce que pour la première fois, je crois, depuis la création de l'euro, c'est une position évidemment très personnelle, j'ai le sentiment que l'idée que la zone euro puisse éclater n'est pas absurde. Or, je n'ai jamais pensé ça jusqu'il y a quelques semaines. Et je dois dire que je suis balancé entre, d'un côté, la lecture de la presse anglo-saxonne, que j'admire évidemment parce que c'est la meilleure presse du monde, mais qui tous les jours explique que l'euro va éclater, que la Grèce va quitter, que ceci, que cela. J'entends M. Roubini, que j'aime bien par ailleurs, mais pousser le bouchon un peu loin sur les risques français, sur la dette. À mon avis, il ne l'a pas regardé de très près. Et puis d'un autre côté, je vois un homme très respectable, mais qui n'est pas un cavalier de l'Apocalypse, qui est le président de l'Eurozone, proposer les eurobonds et proposer une agence qui émettrait finalement des titres européens. Et je trouve que Juncker, dans cette affaire-là, une fois de plus, dont on n'est pas a priori habitué à voir une sorte d'image très, très aventurière, relance le débat avec l'idée qu'au fond, il y a des sorties qui sont des sorties naturellement politiques. Politique, tout simplement parce que ce sont des choix qui doivent être faits par des dirigeants. Alors vous avez vu la réaction de Mme Merkel, mais dans le gouvernement allemand, il me semble qu'il n'y a pas d'unanimité. J'ai entendu l'autre jour M. Schäuble, je l'ai entendu à 2 reprises. Il me semble que là aussi, l'Europe est traversée partout, en Allemagne comme la France, comme dans tous les pays européens, par une sorte de regard positif ou négatif, plutôt positif sur l'euro. Mais vous voyez que je termine en me disant, on ne sait pas. La folie humaine est telle qu'on pourrait arriver à avoir une situation qui déboucherait sur des sorties de certains pays de la zone euro. Et à ce moment-là, il y a eu ces idées stupides de séparation, l'euro du Nord, l'euro du Sud. Enfin, il y a eu beaucoup de choses pas très réfléchies qui ont été évoquées. Ça veut dire que tu penses que si un pays sort, l'euro est fini? Je trouve que si un pays sort, et ce sera la suite de discussion, on prend un risque majeur. Je reviendrai sur Henri. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je reprendrai scrupuleusement ce qu'a expliqué Jean-Claude Trichet, qui, je trouve, restera le merveilleux banquier central qui n'a pas toujours été, mais qui l'est maintenant. Deuxième chose, certaines libertés de ton. Deuxième chose, je suis en réalité en pleine incertitude. Alors, j'écoute toujours Michel Didier, qui est un très très vieil ami, avec beaucoup d'attention. Il a une formule qui est la formule de la convalescence, qui je crois est une formule qui est exacte. Le seul problème, Michel, c'est pas 2011. 2011, j'ai les mêmes, au fond, les mêmes chiffres que toi. Le problème, c'est que lorsque l'ensemble des pays européens est en train de se lancer dans des politiques d'austérité auxquelles on ne peut pas échapper. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les faire. Je dis juste qu'on ne peut pas échapper. Le multiplicateur, ça joue dans les deux sens. Et je ne suis pas sûr que l'on ne se retrouve pas en 2012, je dis bien 2012, tu as bien indiqué que la reprise serait dans 3 ans. J'ai noté que nous pouvions trouver un point d'accord. Qu'on n'ait pas une année 2012 et peut-être 2013 qui soient des années difficiles. Et ceci ne rendra pas la conjoncture particulièrement aisée. Premier point j'allais dire, d'incertitude sur le regard qu'on peut avoir. Tu es un bien meilleur conjoncturiste que je ne le suis, mais jamais depuis que nous nous connaissons, c'est-à-dire depuis longtemps, il me semble que nous avons été confrontés à une situation aussi incertaine que celle auquel nous sommes confrontés, y compris pour les États-Unis. La deuxième incertitude, les gens ne regardent pas assez la dette telle qu'elle va être remboursée dans les années qui viennent. La caractéristique de la dette européenne, chers amis, c'est pas tellement son ampleur, c'est ce qu'on appelle la duration, c'est-à-dire son timing. En réalité, il est très court, parce que chaque agence du Trésor, ou français, allemand, etc., a jugé évidemment qu'il valait mieux substituer à de la dette longue de la dette courte, ça coûte moins cher. Et lorsque vous regardez bien ce qu'il faut rembourser en 2011, 3 pays ont remboursé plus de 300 milliards d'euros. 3, l'Italie, ça n'étonnera personne, la France, c'est moins bon, l'Allemagne. L'Allemagne a un choc en 2011 et 2012 de remboursement qu'on évoque rarement. Et au fond, lorsque vous regardez bien la courbe de remboursement des dettes
j'allais dire, d'amortissement de la dette des pays européens, le pays le plus sage, celui qui a la duration la plus longue, celui qui en réalité peut attaquer et ne sera pas attaqué à cause de ça, c'est la Grande-Bretagne dont la courbe de duration d'amortissement est une courbe à peu près, une droite, une parallèle, et en réalité, il n'y a pas de choc qui, au fond, pourrait entraîner une véritable difficulté. Donc attention dans cette incertitude au fait que nous pouvons être soumis à brutalement des tensions très fortes, y compris chez notre champion européen, dont on oublie toujours qu'il a une dette qui n'est pas tout à fait négligeable. J'entends du matin jusqu'au soir qu'on nous cite l'Allemagne. C'était très bien dit par Ludo, l'Allemagne comme l'exemple absolu. Regardez la dette, vous verrez que c'est un tout petit peu plus compliqué. Troisième point, la confusion. Alors la confusion, et ça me conduira dans les 6 minutes au fond au point auquel je crois qu'il faut être très attentif. Je regardais mes notes pour ne pas me tromper. Il y a 5 points qui sont aujourd'hui en débat heure par heure sur la défense de l'euro. Premier point, est-ce que nous sommes confrontés à des crises de liquidité ou de solvabilité ? Crise de liquidité, c'est ce que vous connaissez. Vous avez du mal à rembourser votre appartement pendant 3 mois. On vous prête de l'argent et vous réglez. Solvabilité, c'est que vous avez un problème de fonds, vous ne rembourserez jamais. Je suis convaincu que les termes utilisés doivent être utilisés avec une prudence massive. Je suis sur ce plan-là, je suis au sens suivre. Malheureusement, je ne suis pas Jean-Claude Trichet, mais je suis Jean-Claude Trichet au sens suivre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être extraordinairement prudent dans la présentation que nous faisons des dettes. J'ai eu un débat il y a quelques jours dans un hebdomadaire économique sympathique, avec un garçon qui est tout à fait talentueux du groupe Attac, conseiller scientifique, et qui disait il faut d'abord restructurer la dette, restructurer les dettes. Pour restructurer les dettes, vous annoncez ça, demain matin, les taux d'intérêt sur l'ensemble de la zone euro ont pris 4 points. C'est ce qu'on veut. De l'autre côté, alors ça c'était l'idée, il faut faire payer les banques. Parce que les Irlandais, de l'autre côté, je vois un camarade du CAE, qui est un type tout à fait, là aussi, tout à fait sympathique et talentueux, Jacques Delplat, dire il faut là aussi restructurer. Là, il s'agit de faire payer les États, parce que les États, vous voyez que c'est la version symétrique. Même chose. Vous faites payer les États, vous annoncez qu'il y a un réchelonnement ou une restructuration de la dette grecque ou irlandaise. Demain matin, les taux d'intérêt en Europe ont repris les points qui coûteront extrêmement cher à la croissance. Donc ce sont des sujets sur lesquels il faut être extrêmement prudent. Jean-Claude Trichet indiquait qu'il avait dirigé pendant 10 ans le Club de Paris. Il a rééchelonné des dettes, il a restructuré des dettes, mais ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, je dirais, au vu, au su de tout le monde. Ça se règle, ça se traduit de manière très astucieuse. Et ce qui m'ennuie dans le débat qui aujourd'hui a lieu de manière publique, c'est que, notamment dans la proposition allemande, pour le processus qui pourrait être mis en place à partir de 2013, c'est qu'on envisage très clairement qu'il faut au fond que les pays, si on les aide, aient préalablement, non pas soient mis en faillite, mais soient soumis, soit un rééchelonnement, soit une restructuration. C'est très dangereux, cette affaire-là. Donc en réalité, je résume mes questions, mais je trouve que c'est ça le point le plus important. Deuxième sujet. Non, il faut, c'est un sujet, je sais, mais Michel a été aussi un peu long. Ça commence. Donc je suis Michel en toutes choses. Suis au sens suivre. Deuxième sujet, est-ce que au fond, il faut... Alors, nous avons une décision à prendre, c'est très important. Est-ce que nous souhaitons une mutualisation de la dette? C'est la proposition Juncker. En réalité, c'est la proposition qui consiste à prendre... Il propose, lui, 50% du PIB européen. C'est gigantesque. Donc, c'est 40 ou 50, enfin, peu importe. Mais un chiffre très important. Est-ce que c'est de la dette, c'est du soutien conditionnel ou c'est du soutien inconditionnel? Vous voyez bien que derrière ce choix-là, vous décidez de la manière dont vous traitez le thème. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis que ce sont des questions sur lesquelles il faut avoir une position. Ce soutien conditionnel, c'est la solution allemande pour 2013, c'est-à-dire, évidemment qu'on demande aux gens de faire des efforts, évidemment, mais on est quand même dans l'idée
qu'on va rééchelonner ou réorganiser leur affaire. Soutien inconditionnel, on y va, on tient le choc jusqu'à ce que les marchés considèrent qu'ils ne vont plus attaquer l'euro et que c'est, nous semble-t-il, notre intérêt, c'est en tout cas celle qui est défendue par la Banque Centrale Européenne. Dernière question, est-ce qu'on a suffisamment de moyens ? C'est-à-dire, est-ce que en réalité, 450 milliards d'euros à disposition ou les 70 milliards que que la BCE a mis pour acheter des titres, des dettes souveraines dans des pays sont suffisants? Je pense que non. Et donc, vous voyez bien que si on est sur une stratégie, au fond, de soutien assez fort, ce qui est ma position, il est clair qu'il faut pouvoir mettre ce que d'ailleurs M. Axel Weber, qui, vous savez, est le successeur putatif, j'ai bien dit putatif, de Jean-Claude Trichet, a indiqué quand il est venu faire cette unité à Paris, quand il a dit il faut peut-être doubler, tripler, il faut pouvoir mettre autant d'argent qu'il faut dans une bagarre sur... C'est une guerre entre la zone euro et les marchés, il faut la gagner, et là-dessus, il faut ne pas... Ma solution, elle est, et je termine là-dessus, elle est évidemment inscrite dans ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire, petit 1, nous ne pouvons pas laisser la zone euro être attaquée aujourd'hui par des positions qui sont extraordinairement volatiles et en réalité très largement spéculatives. C'est la raison pour laquelle, par exemple, parmi beaucoup d'économistes, je suggère que les crédits default swap, les CDS, qui sont très utiles par ailleurs, mais pas sur les dettes souveraines, ne soient pas autorisés sur les dettes souveraines. C'est un exemple parmi d'autres. Enfin, il faut quand même un tout petit peu calmer le jeu sur ces thèmes-là. Il faut, me semble-t-il, essayer au maximum de mutualiser la dette et avec un mécanisme que je n'ai pas le temps de développer, mais qui incite les États à jouer habilement de leur, j'allais dire, du souhait de pouvoir rembourser le plus rapidement, exactement comme dans un crédit structuré. Mais là, il faudrait un petit peu de temps. Et troisième aspect, je crois que nous ne pouvons pas traiter le sujet uniquement de la dette. Vous voyez bien que je suis Michel Didier au sens suivre sur l'idée que et Ludo, dans ce qu'ils ont indiqué sur la croissance, nous ne pouvons pas avoir comme seule perspective la réduction de la dette. C'est quand même pas un discours politique ni pour la jeunesse ni pour les pays de l'Europe suffisant. Il faut donc repenser croissance. Or, croissance, ça signifie que nous devons inventer des secteurs d'activité nouveau. Ceci est vrai pour les États-Unis comme pour l'Europe. Il se trouve qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels nous n'aurons plus des capacités de développement et il faut donc les inventer, investir. On peut imaginer que dans les 4-5 ans qui viennent, il faut trouver 1 000 milliards d'euros d'investissement en Europe. Là, c'est plutôt les 27 pays en Europe pour pouvoir relancer une mécanique qui nous fera de la croissance dans les années qui viennent. Et ça signifie que non seulement cette agence aurait vocation à aider au financement de la dette, mais quelque part qu'en symétrique, elle puisse aussi financer la croissance en le jouant. Mais là-dessus, c'est un mécanisme astucieux qu'il faut mettre en place en jouant sur deux aspects. Je te prête de l'argent pour ta croissance à condition que tu ralentisses encore plus rapidement ton endettement. Voilà, la solution y est, la proposition y est. Je suis de l'avis de Michel, donc je peux céder la parole. Hervé. Alors, on va aborder deux questions, alors là, qui nous portent moins vers la conjoncture et plus vers les éléments structurels. Tout à l'heure, Michel Didier disait moins l'État s'occupe d'économie, mieux c'est. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de conditions à créer et qu'un certain nombre de réformes sont appelées des vœux, y compris des chefs d'entreprise. Une concerne la réforme fiscale. Alors là, je me tourne vers François Bourguignon. Il a été annoncé lors du remaniement qu'il y aurait une réforme fiscale probablement dans le courant de l'année 2011, au tournant de l'été, donc avant la campagne électorale de 2012. Comment vous, qui faites partie du groupe Migaud de la Cour des comptes sur la réforme de la fiscalité, vous appréhendez ce sujet-là? Est-ce qu'on le prend par le bon bout, en mettant d'ailleurs en avant plutôt la fiscalité sur le patrimoine que sur les autres éléments? Donnez-nous, j'allais dire, votre recommandation là-dessus. Merci beaucoup. Je crois que je vais m'inscrire dans la continuité de mes deux prédécesseurs, parce que je ne crois pas qu'on puisse regarder ce problème de la réforme fiscale indépendamment de la situation dans laquelle se trouve cette économie, indépendamment de ce qui risque de se passer
dans les années qui viennent. Et je pense surtout, indépendamment de l'équilibre de plus long terme qu'il est important de retrouver. Donc, cette réforme fiscale annoncée, il me semble qu'elle est annoncée de façon beaucoup trop modeste. Je crois qu'on ne coupera pas pour les années qui viennent à une augmentation de la fiscalité, à une augmentation des prélèvements. Si on veut effectivement se retrouver à un certain horizon avec une situation économique stable et dans laquelle la solvabilité est assurée pour une très longue période, si on ne veut pas se retrouver dans une situation dans laquelle cette condition ne serait pas satisfaite, alors il faut nécessairement augmenter la fiscalité. Et donc, la discussion qu'il peut y avoir sur l'ISF, le bouclier fiscal, etc., apparaîtra relativement rapidement comme une discussion relativement à côté ou parallèle aux grands enjeux de la réforme fiscale. Alors, ce que je voudrais faire, c'est simplement montrer que, effectivement, il y a un besoin d'augmentation substantielle de la fiscalité dans un premier temps, et dans un deuxième temps, voir à peu près comment est-ce qu'on peut essayer de réaliser cette augmentation, sur quel poste, effectivement, il faudrait faire porter l'augmentation. Alors, premier point, pourquoi est-ce que je suis finalement assez pessimiste sur la nécessité d'augmenter les prélèvements obligatoires? Il est évident, on l'a dit, que les années qui viennent seront des années difficiles. On s'est engagé à réduire le déficit, le ramener au fameux 3% de la norme européenne d'ici 3 ans. Ceci ne sera pas très facile, ça va exiger des efforts sur de réduction de la dépense d'un côté et des efforts sur l'augmentation des prélèvements de l'autre. Mais ça n'est pas tellement cette période de transition que je voudrais regarder, mais plutôt là où on va. Le point important, c'est que 3% de déficit budgétaire, qui est la moyenne qu'on a observée en France dans les 20 dernières années, n'est pas quelque chose qui est soutenable en termes de ratio de la dette vis-à-vis du produit intérieur. Si on veut stabiliser ce ratio de dette sur le produit intérieur à un niveau qui risque lui aussi d'être le niveau réclamé par nos partenaires de l'Union européenne, c'est-à-dire le fameux 60%, eh bien, il faudra pendant très longtemps avoir un déficit budgétaire très inférieur à 3%, proche en fait du 0%, pour pouvoir, en profitant d'une croissance dont on espère qu'elle sera revenue à un niveau à peu près satisfaisant, disons aux alentours de 2,5%, en supposant que le taux d'intérêt réel va rester à peu près dans la zone dans laquelle il fluctue à l'heure actuelle, aux alentours de 2,1%. Si on veut quelque chose de ce type-là, alors on va mettre à peu près une vingtaine d'années pour revenir à 60% du rapport dette sur produit intérieur. Et donc, ça va demander une sorte de réforme structurelle qui va exiger une diminution du déficit budgétaire de 3% du produit intérieur brut. Ça nous donne les conditions d'une réforme fiscale. Qu'est-ce qu'il faut trouver comme ressources supplémentaires? Qu'est-ce qu'il faut supprimer comme dépenses? Il y aura des arbitrages difficiles qui devront être rendus entre prélèvements et dépenses. Mais si, pour simplifier, on se dit que la moitié du chemin doit être fait par les prélèvements et l'autre moitié par une réduction des dépenses, on est en train de parler d'une augmentation structurelle pour une période qui va être longue d'à peu près une augmentation du prélèvement de 1,5% du produit intérieur. Ça nous ramènerait à des chiffres de prélèvements obligatoires qu'on a connus dans le passé, qu'on a diminué, qui serait légèrement en dessous du 45%, qui serait exactement, je crois, à 44,5 ou quelque chose de ce type-là. On a connu ça, donc ce n'est pas non plus des choses complètement extraordinaires, mais il va bien falloir, d'une façon ou d'une autre, faire ce pas-là. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut prélever ce 1,5% supplémentaire? Ce 1,5% supplémentaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 30 milliards d'euros.
Alors où est-ce qu'on trouve ça et comment est-ce qu'on peut s'organiser? Alors il est évident que pour trouver une telle augmentation de la pression fiscale, il ne s'agit pas de réformer à la marge l'ISF ou des impôts de ce type-là. On est bien obligé de prendre ou d'augmenter les impôts qui sont effectivement les plus importants dans notre système. C'est donc l'imposition indirecte, c'est donc l'imposition sur le revenu avec probablement en première ligne la CSG qui est devenue plus importante que depuis déjà un bon moment que l'impôt sur le revenu lui-même et puis évidemment l'impôt sur le revenu. Quelle est l'augmentation de cette masse d'impôts qui est nécessaire pour aboutir à l'augmentation générale dont j'ai parlé? Ça va être une augmentation des impôts de l'ordre de 8%. J'ai supposé, et je crois qu'on peut le faire, que cette augmentation des prélèvements portera effectivement sur les impôts et pas vraiment sur les cotisations sociales. On peut imaginer que, de nouveau, le débat sur les retraites reviendra à un moment ou à un autre parce qu'on voudra boucher des nouveaux déficits qui apparaîtront d'ici un certain temps. Mais il est probable que le gros de l'effort sera plutôt sur l'impôt que sur les cotisations. Et donc, grosso modo, on va avoir une augmentation de ces impôts les plus courants ou les plus massifs qui seraient de l'ordre de 8%, donc TVA, CSG et impôt sur le revenu. Alors j'ai beaucoup aimé la remarque du président du Sénat sur moraliser sans démoraliser. Effectivement, on ne peut pas demander un effort de ce type-là. Apeurer sans apeurer, c'était pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Je souscris à ces deux objectifs-là. Donc, moraliser sans démoraliser, ça va évidemment exiger qu'il y ait un minimum de progressivité dans cette augmentation. Et cette progressivité, si de nouveau on se repose sur les impôts qui existent de façon structurelle dans notre système, il est évident que ça passera par une augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Cela étant, il ne faut pas se faire trop d'illusions, on ne va pas très très loin non plus en jouant sur la tranche supérieure de l'imposition sur le revenu. Pour vous donner une petite idée, si vous décidez de faire passer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, donc la tranche à 40%, vous la faites passer, vous l'augmentez de 10%, avec ça, vous arrivez à gagner peut-être 2 milliards d'euros, un grand maximum. Donc vous voyez que s'il faut récupérer 30 milliards au total, on est tout de même relativement loin du compte. Donc il est évident qu'on ne coupera pas une augmentation de la pression fiscale sur l'ensemble de la population. Et on va augmenter, on va accélérer le processus qu'on a en France d'un système redistributif qui est de plus en plus un impôt qui est relativement linéaire, qui est à peu près le même pour tout le monde, un impôt légèrement supérieur pour la tranche supérieure de revenus. Donc ça, c'est la progressivité dont je parle à l'instant. Et puis, la progressivité de l'ensemble du système est effectivement assurée par des transferts qui ont lieu en bas de la distribution, type RSA, etc., qui eux-mêmes peuvent être modulés de façon à alléger le poids de cette augmentation de la pression fiscale tout en bas de la distribution. Il me semble que c'est la direction dans laquelle on est en train de s'orienter. Alors, à côté de tout ça, vous voyez bien que le débat sur l'ISF, le débat sur le bouclier fiscal devient, je pense, un tout petit peu marginal. C'est assez difficile, si on va demander ce genre d'effort, d'imaginer qu'on supprime l'ISF du jour au lendemain. Et d'un autre côté, si on demande ce genre d'effort, il est relativement évident que le bouclier fiscal tel qu'il existe aujourd'hui sera forcément abandonné et ce sera très difficile d'éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, une augmentation du taux marginal de la tranche supérieure. Donc il me semble que c'est dans cette direction-là qu'on va, mais attention, à relativement plus court terme, il y aura des efforts supplémentaires à demander. Là, on est en train de parler de l'évolution du système qui est nécessaire pour passer les 20 prochaines années. On a parlé tout à l'heure d'un horizon à 2030. C'est un petit peu de ça qu'on parle. Il faut bien voir qu'en 2013-2014, la dette sur le produit intérieur français sera très supérieure à 100%. Ce sera de l'ordre de 110%. Donc, si on veut, à partir de là, revenir à des taux un peu plus raisonnables du type 60%, vous voyez bien que ça va mettre énormément de temps et on a besoin du changement qui est là.
Alors, je termine sur une seule remarque. Tous ces calculs-là et cette pression supplémentaire qui sera nécessaire dépendent évidemment des hypothèses qu'on peut faire sur la croissance. C'est le point absolument essentiel. J'ai fait l'hypothèse pour fixer les idées qu'on aura une croissance qui, une fois qu'on aura passé l'ajustement difficile qui nous guette pour les 2-3 prochaines années, on serait aux alentours de 2,5%. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je pense que le monde développé est aujourd'hui dans un processus de restructuration lié à la restructuration qui a lieu au niveau global. Et dans ce processus-là, s'assurer que pour une période très longue, le taux de croissance puisse rester à 2,5% est quelque chose comme un pari. On peut gagner le pari et j'espère qu'on le fera. Mais dans quelle mesure, justement, le retour que vous appelez de vos voeux, tout proche de l'équilibre budgétaire pour rendre la dette plus supportable, n'est pas lui-même un terrible frein à la croissance? C'est-à-dire, on est dans un système bouclé, là. Non, c'est-à-dire que là où il y a effectivement une inquiétude à avoir sur la croissance, c'est dans les années qui viennent. D'accord. L'ajustement, comme l'a dit Jean-Hervé Lorenzi, je ne vois vraiment pas comment on peut augmenter la pression, diminuer les dépenses, sans que quelque part le fameux, entre guillemets, multiplicateur joue négativement. Alors, je suis en train de parler d'un équilibre retrouvé. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a retrouvé cet équilibre et qu'on est, grosso modo, dans une situation qui est à peu près similaire à celle que nous avons. Et c'est 2-3 ans, comme le disait Michel, selon vous, ou c'est un peu plus que ça? J'espère que ce ne sera que 2-3 ans. Non, c'est pas ma question. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je pense qu'on je pense qu'on aura probablement besoin d'un petit peu plus. D'accord. Bien, Suzanne Berger, vous allez intervenir dans ce débat qui jusqu'à présent était très, très franco-français, mais comme en témoignait l'étude de Ludo tout à l'heure, je sais à quel point, toute américaine que vous êtes, vous aimez la France et que vous y participez et que vous y passez de longs moments, et pas simplement pour sa douceur de vivre, aussi parce que l'économie française vous y intéresse. Alors, votre responsabilité est lourde parce que d'une certaine manière, c'est en vous, que depuis le début de notre journée, nous plaçons beaucoup d'espoir. Quand on essaye de s'affranchir de la vision conjoncturelle qui, comme elle a été décrite, n'est quand même pas fameuse ni très excitante, on s'en remet en disant oui, mais on va développer l'innovation, on va développer la compétitivité, le rebond structurel d'ici 20 ans, ça va être formidable, etc. etc. Bon, alors... Jean-Hervé vous a tendu le ballon aussi tout à l'heure sur ce thème-là. Comment on a des chances de réussir ce pari-là? Bon, je sais que notre sujet aujourd'hui, c'est l'état de la France, mais comme je suis entouré ici des meilleurs experts français de la France, j'espère que vous comprendrez que j'ai choisi un sujet aussi important pour nous Américains que pour les Français. Et c'est la sortie de la crise financière et économique. Or, la crise n'est pas terminée. Dans un livre récent avec un titre ironique, le titre c'est « This time is different ». Bien sûr que ça ne l'est pas. Deux économistes américains, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, ont étudié les crises financières sur une période de 200 années. Et le record historique est très clair. Les crises économiques qui suivent les crises financières durent bien plus longtemps que les crises financières qui les ont déclenchées. Donc, notre situation actuelle n'est pas vraiment étonnante par rapport à l'histoire. Ce qui est nouveau tout de même, c'est que nous doutons fort que la crise va se terminer avec un retour à l'état soi-disant normal de l'économie avant crise. La crise est révélée des problèmes structurels qui datent de bien avant la crise. Et nous n'allons pas retrouver à la fin de la crise ni le status quo ante, ni les millions d'emplois que nous avons perdus. Dans mon sens, la crise a révélé les limites et la fragilité de modèles de production et d'innovation qu'à partir des années 90 a dominé notre système de création de valeur dans les économies avancées. C'est un modèle de production et d'innovation basé sur la restructuration de l'industrie
avec l'entrée en masse des technologies digitales d'information et de communication. L'évolution des technologies d'information a rendu plausible une vision de système économique où on pourrait séparer toutes les phases de production, définition d'un produit, recherche, développement, fabrication, distribution, après-vente. On imaginait qu'on pourrait les organiser toutes dans des entreprises autonomes localisées n'importe où dans le monde. Donc, ces activités qui autrefois étaient rassemblées à l'intérieur des 4 murs d'une grande entreprise verticalement intégrée sont maintenant fragmentées, dispersées à travers le monde. Les grandes entreprises sont recentrées sur leurs core competencies. Alors, si je peux donner un exemple rapide et concret, l'un de mes collègues ingénieurs de MIT m'a raconté son expérience professionnelle à Hewlett-Packard il y a 25 ans. Pour couper une masque qui permet de graver des circuits sur le silicone, l'ingénieur qu'il était devait être accompagné d'un technicien. Le technicien avait un rasoir à la main. Et ensuite, les 2 hommes travaillaient ensemble à fabriquer le masque. Pas de question de mettre l'ingénieur dans une entreprise à Silicon Valley et de mettre le technicien à rasoir à l'autre bout des États-Unis. Or, vous comprendrez qu'une fois que l'ingénieur pouvait dessiner ses circuits sur l'ordinateur et pouvait transmettre un dossier digital avec instructions complètes à une machine à couper n'importe où dans le monde, on pouvait séparer ces 2 fonctions. Et c'est là qu'on voit apparaître des fabs de Taïwan qui travaillent pour tout le monde et des chip design houses qui sont ou en Californie, ou en Île-de-France, ou en Cambridge, Angleterre. Presque toutes les grandes entreprises nouvelles américaines des 20 dernières années, que ce soit Cisco, Dell, Broadcom, Qualcomm, ce sont des entreprises qui n'ont jamais fait de fabrication. Et en fait, ce sont l'exemple de ces entreprises-là, des entreprises comme Apple, avec iPad et iPhone, qui nous a amené à croire que notre économie peut vivre de la recherche, développement et distribution, et que nous allons durablement récolter la plus grande part des bénéfices de la création de valeur avec nos activités de recherche, développement et distribution. Aujourd'hui, je crois qu'il faut questionner toutes les prémices de ce modèle de production et d'innovation. Premièrement, nous avons cru que ce modèle pouvait générer des emplois en très grand nombre pour remplacer des emplois qui disparaissaient ou transférés en Chine et en Inde ou très simplement éliminés par les effets des gains de productivité. Bien sûr, on observait au passage que les emplois General Motors à $27 à l'heure qui disparaissaient étaient remplacés par des emplois Walmart à $7 l'heure, mais on mettait tout cela sur le compte de mauvais systèmes d'éducation américains et pas sur le compte des structures mêmes de la nouvelle économie fragmentée. Aujourd'hui, je crois qu'il faut réexaminer ces vérités et réexaminer la question de la création d'emplois dans une économie bonne à l'innovation, mais de plus en plus faible et non innovante dans la fabrication. Deuxièmement, nous avons cru à une stabilité dans la division de travail entre les économies avancées comme la nôtre, qui feraient de recherche et développement et distribution, et les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. Toute notre expérience du Japon, Singapour, Taïwan, Corée du Sud nous avait préparé à l'idée que ces pays-là feraient de catch-up, mais un catch-up plutôt lent. La trajectoire qui les amènerait de la maîtrise de la fabrication de masse à des produits et des services high-tech était bien sûr tracée, mais très longue. Et
nous aurions du temps à conserver notre avance. Or, je crois que les affirmations sur un flat world sont fausses et qu'il y a beaucoup d'exagération sur la prouesse technologique de l'Inde et de Chine. Mais tout de même, la rapidité de leur arrivée sur les frontières des technologies avancées doit nous faire réviser nos idées sur la stabilité de division de travail entre eux et nous. Finalement, et pour moi c'est la plus importante, il faut revoir nos idées sur la création de valeur dans les économies avancées. Nous avons imaginé que la collaboration entre entreprises autonomes pourrait remplacer coordination à l'intérieur d'une entreprise intégrée. La réussite des grandes entreprises telles Cisco et Apple nous avait fait croire que l'innovation dans un seul module dans la chaîne de valeur est une ressource renouvelable à renouveler sans connexion intégrale à la production. C'était vrai dans les technologies d'information, mais est-ce qu'il serait de même pour les technologies d'avenir? Est-ce qu'il serait de même pour la biotech, pour les matériaux nouveaux, pour les énergies nouvelles, pour le stockage d'énergie? Même pour les technologies d'information et les semi-conducteurs, on voit des innovations qui sont nées mortes car leur possibilité d'existence et de passage sur le marché dépendrait des compétences de production que nous n'avons plus ou que nous n'avons pas pu développer. Or, dans nos laboratoires de MIT, et j'imagine dans les centres de recherche les plus avancés ici en France, nous voyons une richesse extraordinaire d'innovation. Je dirais même que l'innovation en tant que telle n'est pas notre problème. Le vrai problème, c'est la production. Est-ce que nous allons pouvoir exploiter les innovations dont nous sommes capables? Est-ce que nous allons pouvoir réaliser la transformation de ces innovations en produits et processus nouveaux, dans les activités nouvelles et des emplois nouveaux chez nous? Est-ce que nous allons pouvoir faire de l'innovation dans la production? Dans ce sens, je crois que la sortie de la crise dépend de notre capacité d'aller au-delà de nos plus grandes réussites des années récentes, au-delà de iPhone. Et en fait, au-delà d'iPhone, d'iPod, est-ce qu'il y a encore une usine sur notre horizon? Je l'espère, et en fait, je le crois. Merci. Merci beaucoup. On mesure derrière ces propos d'une très grande limpidité la quantité de travail et de recherche accumulée. J'ai une question. Quand vous dites nous, qui se cache derrière nous? C'est les États-Unis, la France, les États-Unis et la France dans un modèle semblable obligé de se renouveler? Je crois que c'est à la fois les États-Unis et la France. Et l'Europe. Et l'Europe. Ouais. Bien, je pense que ça pourra donner lieu à des questions. Malheureusement, l'heure avance. Ça, c'est notre pire ennemi. C'est pas le problème des usines, c'est l'heure, notre pire ennemi. Philippe Aghion, d'une certaine manière, en ouvrant son propos, Suzanne Berger a commencé à évoquer cette sortie de crise. Elle l'a vue sous un angle extrêmement structurel et structurant. Est-ce que vous pouvez, d'une certaine manière, dans le cadre qui a été fixé par les 4 intervenants précédents, imaginer ce scénario de sortie de crise pour la France? À quel horizon? Comment peut-on hâter l'avenue? On voit qu'il y a un débat sur la durée. Michel dit 2-3 ans. François, à qui il a fallu que j'aille tordre le poignet, a dit je pense un peu plus longtemps que 2-3 ans. Comment on peut faire que ça vienne plus vite? Et comment et qui doit agir? Merci beaucoup. Donc en fait, moi je pensais que je commençais, pas que je terminais. Donc en fait, j'avais préparé quelque chose sur un peu le cadre général de politique de croissance pour la France. Donc en fait, dans des travaux précédents,
auquel j'ai participé, le rapport Sapir pour la Commission européenne, le rapport CAE que nous avions écrit sur les leviers de la croissance française, le rapport Attali qui est un peu un corollaire du rapport sur les leviers de la croissance, nous avions mis l'accent, en fait, nous avions dit la chose suivante. L'économie française, comme d'autres économies, nous avions cru, la source de croissance, c'est surtout le rattrapage économique. Nous étions une économie de rattrapage. Et nous avions des structures économiques qui favorisent le rattrapage. Disons, mettre l'accent sur l'enseignement primaire secondaire, concurrence limitée, marché du travail assez rigide, des systèmes financiers surtout basés sur le financement bancaire, des politiques industrielles très colbertistes. Voilà, nous avions un peu des structures qui étaient bonnes pour le rattrapage, mais pas très bonnes pour l'innovation à la frontière. Et ce qui vous voulez, c'est... nous avons épuisé les sources du rattrapage, nous sommes heurtés maintenant au problème de la mondialisation. Nous ne pouvons pas refuser la mondialisation, nous ne pouvons pas refuser la concurrence des pays émergents, et donc il faut transformer nos structures. Et donc ce que nous proposions dans ces rapports, c'était de dire voilà, il faut d'abord libéraliser notre marché du travail, notre marché des produits, avoir des marchés beaucoup plus flexibles. Il faut des systèmes financiers qui mettent beaucoup plus l'accent, pas juste sur le financement bancaire, mais le financement boursier, le venture capital, les business angels, etc. Et il faut réformer nos universités, mettre beaucoup plus l'accent sur l'université, sur le graduate education, réformer, financer beaucoup plus et aller vers l'autonomie et gouverner nos universités autrement. Donc ça, c'était un petit peu, disons, la base de ce qui a été de ces différents rapports que le gouvernement a repris en partie. Je crois que ça sert de ligne de force un peu aux politiques de gouvernementales. Et la question est de savoir maintenant, est-ce que la crise a changé la donne ? Et si vous voulez, la crise, qu'est-ce qu'elle a fait ? La crise, elle est venue faire deux choses. D'abord, la crise est venue creuser les déficits publics et la dette publique. Il a fallu répondre, il a fallu aider les banques, il y a eu les stabilisateurs automatiques. Tout ça a détérioré une situation de déficit public qui était déjà mauvaise pour le cas de la France. La deuxième chose, c'est que la crise a resserré les contraintes de crédit. Donc les firmes ont plus de mal. Or, donc les firmes, notamment, c'est un problème pour les firmes innovantes parce que quand elles sont en récession et qu'elles ont des contraintes de crédit, elles ne peuvent pas soutenir les investissements innovants. Donc maintenant, face à la crise, il y a eu deux types de réponses. Et si vous voulez, en fait, je voudrais m'inscrire entre ces deux types. Il y a d'un côté la réponse que j'appellerais keynésienne, grand-papa, mais je pourrais dire aussi Krugman et d'autres, c'est-à-dire de dire on résout la crise en relançant la demande et en augmentant la dépense publique. Donc il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette vision-là. Je pense que ce n'est pas une vision juste. Voilà. Bon, donc je pense qu'il y a une autre vision qui est tout aussi fausse que celle-là. C'est la vision conservatrice. La vision conservatrice, c'est de dire cut tax and spending. C'est-à-dire, c'est la vision Cameron ou la vision irlandaise. C'est-à-dire de dire je cut spending, comme ça je vais baisser les taux d'intérêt. Je cut tax, comme ça les entreprises auront un monde fantastique avec des taux d'intérêt bas et encore avec des taux d'imposition bas. Et comme ça, elles vont investir beaucoup. Et puis, il y aura ce qu'on appelle le trickle down en anglais, c'est-à-dire que comme elles vont s'enrichir, tout le monde va s'enrichir. Et ça c'est la vision Tea Party, c'est le Parti républicain américain, c'est David Cameron en Angleterre, c'est l'autre vision. Et moi je pense que l'une et l'autre sont fausses et qu'il faut une troisième voie. Et la troisième voie, c'est l'idée qu'il faut bien sûr réduire les déficits. En France, nous devons nous attaquer à la réduction des déficits. C'est ce que la deuxième commission Attali s'est attachée à proposer. Et tout le monde reconnaît qu'il faut le faire. Mais en même temps, il faut poursuivre ce que j'appellerais des interventions ciblées. Plutôt que d'avoir une politique keynésienne de dire je relance partout, non, je cible mes interventions. Donc qu'est-ce que ça veut dire cibler l'intervention ? Premièrement, ça veut dire soutenir l'éducation, l'innovation, la santé, le marché du travail, la flexi-sécurité à la française que nous avions proposé dans le rapport Attali, qui n'a pas été mise en œuvre. Tout ça doit être fait. C'était valable avant, c'est valable maintenant. Quelle que soit la position dans le cycle, il faut soutenir ces investissements le long du cycle. Ça veut dire avoir des politiques évidemment macroéconomiques très contracycliques. Ce n'est pas juste des stabilisateurs automatiques, c'est que ces politiques-là doivent être stabilisées le long du cycle. Première chose. Deuxièmement, et je reviens à ce que disait, je veux rebondir sur ce que disait Suzanne, la politique industrielle
industrielle a été très décriée récemment comme étant antinomique de politique de la concurrence. En fait, on peut rendre la politique industrielle compatible avec la politique de la concurrence. On n'a pas besoin d'aider un champion, on peut aider des secteurs porteurs, par exemple les innovations vertes, les biotech, les énergies nouvelles. On peut aider ces secteurs-là, mais pas aider une seule firme, aider plusieurs firmes, aider le secteur. Et en fait, il y a des études qui montrent que quand on a des politiques sectorielles qui sont plus ce qu'on appelle competition friendly, c'est-à-dire qu'au lieu d'aider une firme, on en aide plusieurs, et on maintient et augmente la concurrence dans ces secteurs, eh bien, on peut en fait avoir un effet très positif sur la croissance. Donc l'idée de dire que c'est ou politique de la concurrence, que ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de politique sectorielle, c'est une vision fausse. On peut repenser la gouvernance de la politique sectorielle. Il y a une manière de la rénover et de la rendre, et en fait d'augmenter les effets de la concurrence avec une politique sectorielle intelligente. La troisième chose, c'est l'investissement dans la confiance. Le grand problème en France, c'est la confiance. Je crois qu'il était faux de penser qu'en simplement subventionnant les heures sup, ou en disant aux gens la retraite plus tard, c'était le moyen de les faire travailler plus uniquement. Je crois qu'il y a un grand problème en France, que les gens ne sont pas heureux dans l'entreprise. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées qui montrent qu'en fait, c'est un des pays où les gens sont le plus malheureux dans l'entreprise. C'est un gros problème. Comment traiter ce problème-là? C'est revoir la politique des élites, c'est de revoir la politique des grands corps, c'est d'investir dans les accords employeurs-employés, et au lieu de se substituer à la négociation entre employeurs et employés, c'est toute une série de mesures et de politiques qui doivent viser à améliorer la confiance entre employeurs et employés, la confiance des gens dans les institutions et leurs politiques. Je crois que ça, c'est un élément. Il y a eu des études, moi j'en ai fait certaines, avec KU, Calgan et d'autres co-auteurs, où on montre que la confiance, c'est ce qui sous-tend les réformes structurelles. Si on veut libéraliser les marchés durablement, il faut que la confiance augmente. Les pays scandinaves sont des pays où on a libéralisé, mais il y a un grand niveau de confiance. Ça, c'est un énorme investissement à faire. Les gens travailleront plus longtemps quand ils seront plus heureux dans l'entreprise. Alors, il y a ici des chefs d'entreprise, je reconnais devant moi que tu es de formidables patrons. Je suis sûr que dans leur entreprise, ils en sont très contents. Ma mère était une patronne aussi. Et les gens, je ne sais pas, alors moi, je suis biaisé. Je pensais que ma mère, il y a des gens qui étaient très contents chez elle. Mais il y a des endroits où les gens ne sont pas contents du tout et se sentent pas du tout valorisés, sentent qu'ils n'ont pas de perspective de promotion. Et ça, c'est à repenser. Donc, je crois que ça, c'est un domaine très important. Alors maintenant, dernière chose, c'est comment réaliser la quadrature du cercle. On sait qu'on ne veut pas la politique cabronne complètement. On sait qu'on doit réduire les déficits et en même temps investir dans l'innovation, dans la politique industrielle, dans la confiance. Comment faire la quadrature du cercle? Eh bien, en réformant notre fiscalité. C'est ce qu'a dit, ça a expliqué François tout à l'heure. D'abord, je voulais dire une chose sur la fiscalité. On croit toujours que le plus d'impôts, c'est mauvais pour la croissance. Alors évidemment, un impôt à 90%, c'est pas bon. Mais il y a en fait des études, enfin, je suis en train de travailler sur des trucs en ce moment, qui montrent que quand les revenus des impôts sont bien utilisés, que l'État est moins corrompu, eh bien la relation n'est pas nécessairement négative entre impôts et croissance. Tout dépend de ce que vous faites des impôts. Les pays scandinaves sont des pays où il y a des taux d'imposition sur le revenu assez élevés et progressifs, mais ils investissent l'argent dans l'éducation supérieure, etc. Et d'ailleurs, ça a un effet vertueux. Quand les gens savent que l'argent des impôts est bien utilisé et que les autres payent des impôts, eh bien vous êtes davantage contents d'en payer vous-même. Vous savez que ça contribue à créer un environnement qui est favorable à l'investissement. Alors tout évidemment, il ne faut pas arriver à 90, il faut être raisonnable. Mais l'idée que l'impôt a priori est une mauvaise chose, tout dépend comment vous utilisez les revenus de l'impôt. Donc je pense qu'une réforme fiscale profonde est nécessaire en France. J'en aurais fini un. C'est pour résorber nos déficits publics sans toucher aux investissements dans l'économie de la connaissance, pour améliorer la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de l'État. Là, en France, je voudrais juste dire une chose que n'a pas dit François, c'est qu'en France, c'est un des pays où il y a plus de niches fiscales dans le monde. C'est-à-dire, en fait, il y a eu une étude qui dit que la France est le pays du G7 qui compte le plus de niches fiscales, avec en 2003 environ 200 dispositifs de plus que le Canada, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Alors que le taux moyen d'imposition devrait croître avec le revenu et se rapprocher du taux marginal d'imposition de la tranche supérieure pour les contribuables les plus riches, c'est en fait l'inverse qui se produit. Le taux moyen d'imposition n'est que de 24,4% pour les 1000 contribuables plus aisés et inférieur à 20% pour les 10 les plus aisés. Donc il faut s'attaquer aux niches fiscales très sérieusement, en tout cas à celles qui ne sont pas créatrices d'emplois. Par exemple, la TVA sur la restauration ou la loi Girardin sur les dom-toms. Ça, c'est typiquement des niches fiscales où on peut gagner beaucoup sans toucher énormément à l'emploi. Conclusion, pas keynésien,
pas keynésien vieille mode, pas Cameron non plus, d'accord, mais faire davantage comme les pays du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont, les pays du Nord? Ils ont réussi à réduire leur déficit, ils ont des situations budgétaires très saines, ils ont maintenu leur performance en éducation, santé, innovation et marché du travail. Et ils ont réussi à faire ça grâce à une fiscalité progressive et hautement monitorée. Donc quand on disait moins d'État, Michel, moins d'État d'une certaine façon, mais moi je crois que c'est surtout autrement de l'État. Ce n'est pas nécessairement moins d'État, c'est de l'État autrement, et de l'État moins de colbertiste, et de l'État plus catalyseur que top-down. Et je crois que c'est ça plutôt la réflexion que nous devrions avoir. Merci beaucoup. Je crois que Bel exploit, hein. D'une certaine manière, Philippe, en 8 minutes, nous a bâti un programme électoral. Donc ça, c'est formidable. Philippe, petite calculette. Tout à l'heure, François dit, en gros, il faut 30 milliards de recettes fiscales supplémentaires pour arriver à enclencher une vraie réduction des déficits. Et par ailleurs, je parle sous votre contrôle, François, ça sera la moitié par la pression fiscale, la moitié par la réduction des dépenses. Donc, je pense qu'il faut aussi réduire les dépenses, environ 30 milliards, non? Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait réduire. Il y avait 60 milliards à gagner. Voilà, c'est ça. 30 milliards à gagner sur les impôts. Voilà, 30 milliards à gagner sur les impôts, mais aussi 30 milliards à gagner du côté des dépenses. Or, la liste du Père Noël de Philippe, et je dis ça sans rire parce que c'est très intéressant, elle va consister quand même à investir dans des secteurs. Donc ça veut dire que sur le lot des dépenses actuelles, il faut baisser plus que 30 milliards. Il faut baisser 30 milliards parce que le solde doit arriver à ça, mais il faut baisser encore plus pour dégager des marges de manœuvre pour investir dans les secteurs que vous mentionnez. Non, c'est pas. Non, je crois. La chose est la suivante. C'est qu'on a deux choses à réaliser. Il faut réduire les déficits, comme l'a expliqué. On est d'accord. D'accord. Et en même temps, il ne faut pas couper là où vous réduisez votre potentiel de croissance. Donc, vous comprenez, tout le problème, c'est la chose suivante. Vous ne voulez pas vous tirer dans les pieds. C'est-à-dire vous comprenez le potentiel de croissance. Attendez. Le potentiel de croissance, c'est ce qui vous permet de résorber vos déficits demain. Donc si vous, par exemple, vous coupez sur l'éducation, les endettements, vous vous tirez dans le pied. Donc il faut que vous réduisez là où on peut réduire. Et dans le deuxième rapport Attali, on proposait toute une série de mesures pour réduire, mais en même temps, surtout ne touchez pas, faites pas comme Cameron qui réduit les bourses étudiantes, etc. Parce que là, vous touchez au potentiel de croissance. Donc là, c'est-à-dire que vous dites, on ne coupe pas, mais vous ne préconisez pas d'augmenter dans ces secteurs-là. On fait des coupes importants, alors ça, j'ai compris. Mais pas dans ces coupes. Mais qu'est-ce qu'on fait en plus que ce qu'a proposé François? C'est pas juste d'augmenter certains taux d'opposition, c'est l'histoire des niches fiscales et c'est l'histoire de l'évasion fiscale. Je pense que du côté des niches et de l'évasion, il y a des marges énormes que nous n'avons pas explorées. Même avec les taux que nous avons maintenant, il y a des gens qui sont nominalement imposés à 40 qui payent 20. Par exemple, en Suède, les gens qui gagnent plus que... On en a vu, ça a été célèbre. Quand vous gagnez plus que 200 000 euros par an, vous payez 57%, mais vous payez 57%. Vous ne payez pas 20%. Vous voyez, c'est d'énormes marges. C'est aussi parce qu'ils le valent bien. Jean-Hervé. Oui, c'est parce qu'ils le valent bien. Non, Gilles, l'équation est évidemment très compliquée et elle ne peut pas se résoudre exclusivement par du financement public. C'est-à-dire, quand le programme nucléaire a été développé en France, il a été fait sur fonds privés garantis par l'État. Donc il faut trouver des astuces, il faut de nouveaux systèmes, des nouveaux mécanismes de financement où en réalité l'État est garant, mais n'est pas en réalité le payeur. Il y a un impôt, il y a un emprunt, il y a une épargne. Nous avons un atout en Europe qui est notre épargne très importante. Le sujet majeur macroéconomique pour le bouclage, c'est l'utilisation de l'épargne en Europe et en France. C'est ça le sujet. Donc il faut arriver à trouver une épargne qui accepte de s'investir au fond dans ce que Philippe vient de dire, c'est-à-dire la croissance potentielle, avec des populations qui sont vieillissantes, dont je fais évidemment malheureusement partie, et qui sont averses au risque. Donc il faut trouver une capacité de mobilisation d'une épargne à plus long terme pour des investissements qui sont plus risqués, avec des garanties qui sont forcément, elles, des garanties plus ou moins publiques. Bon, on arrive quand même à un paysage relativement consensuel et assez clair sur ce qui est à faire. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que, évidemment, nous sommes à l'heure où nous devrions commencer la deuxième table ronde, c'est-à-dire pause réalisée. Donc déjà la pause, ceux qui espéraient en faire une longue, ils doivent y renoncer très vite. Est-ce qu'il y a quand même quelques questions très rapides, très, très précises, à l'un ou à l'autre de nos orateurs étrices? Je suis désolé, on a pris un peu de retard, mais je pense que tout ça valait la peine. Non? Bon, ça veut... Ah, quand même, une pour monsieur. Le micro arrive. Très rapidement, monsieur. Le micro. Hop. Allez.
Denis Grignot, président européen Freescale Semiconductor ex-Motorola. Merci de la présentation. C'est une question pour Suzanne Berger. Pensez-vous que l'initiative du grand emprunt ici en France aille dans le bon sens, dans le modèle que vous présentez, de reprendre cette vue sur la chaîne de valeur éclatée, où on ne garderait que les grandes opérations à grande valeur ajoutée en négligeant la fabrication. Or, il n'y a pas de laboratoire sans fabrication. C'est bien mon avis aussi. D'accord, donc vous souscrivez au tête. Grand emprunt, Suzanne, c'est une bonne idée française? En fait, ce que je ne connais pas, c'est exactement comment le grand emprunt va être utilisé. Est-ce qu'en fait, on va l'utiliser pour investir dans les activités de recherche? Est-ce qu'on va finalement investir dans la recherche, dans la production, dans le domaine qui évolue, dans le semi-conducteur? J'ai compris de mes collègues ingénieurs de MIT qu'il y a toutes sortes de possibilités de revoir la fabrication des semi-conducteurs et d'imaginer une sorte de mass customization, c'est-à-dire des possibilités de production dans les séries qui seraient moins importants, qui mettraient en contact des utilisateurs finaux, comme les hôpitaux, les produits médicaux, etc., et qui pourraient jouer sur des possibilités de fabrication en série moins grande, donc la possibilité de localiser ces fabrications chez nous, à proximité des utilisateurs et des ingénieurs qui ont dessiné. Mais ça va prendre des investissements qui aujourd'hui n'existent pas. Une autre question, au même rang, Bernard Vergne. Le micro, pour que tout le monde entende. Quel peut être le rôle d'une nouvelle philanthropie, c'est-à-dire à l'anglo-saxonne, ce qui est peu compréhensible par la Bill Gates, allez-y, dites-le. Entre autres, mais de cette nouvelle philanthropie qui pourrait compenser et investir dans les domaines que Philippe met en avant. Réponse rapide, la philanthropie. Elle peut même être incitée, la philanthropie. Par exemple, je pense qu'il y a des pays, par exemple, on a dit, des gens qui par exemple, créent des fondations ou qui pourraient être fiscalement encouragés à le faire, par exemple. Moi, je peux imaginer, et donc ça pourrait être une chose qui soit développée. Je pense que c'est vrai que c'est très... Aux États-Unis, c'est impressionnant à quel point les universités sont financées par des fondations, et ce genre d'activité devrait être encouragé. Je pense que il devrait y avoir des encouragements fiscaux à ce genre de choses. Bien. Tony Blanco, vous devez faire l'impossible, tirer la synthèse d'une table ronde qui a été extrêmement riche et en même temps le faire dans un temps record. Mais enfin, à l'impossible du tenu, je vous fais confiance. Merci. J'ai le sentiment d'avoir passé commande en introduction sur 4 sujets, inflation, fiscalité, euro et croissance. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le sentiment d'avoir obtenu pas mal de réponses sur ces sujets. En tout cas, je retiens que l'inflation devrait rester faible en France en 2011, même si j'ai compris qu'il y a des tensions inflationnistes en Asie. J'ai compris que la fiscalité va augmenter de façon inéluctable avec des augmentations très substantielles. On a parlé de 1,5% de trop de prélèvements sur le PNB. J'ai compris aussi qu'il n'y avait pas un parfait consensus sur le côté réduction des dépenses, mais je ne vais pas réouvrir le débat. Je retiens que l'idée que l'euro, et je trouve que c'est quand même une idée très forte, l'idée que l'euro puisse éclater n'est pas ou n'est plus absurde. Ça restera pour moi une des forces de cette discussion. Et en termes de croissance, je comprends qu'on doit s'attendre à une croissance moyenne en 2011 en France, sans doute une période de convalescence de 2 à 3 ans, voire plus, mais globalement une sortie de crise. Je comprends par contre qu'il reste quand même pas mal d'incertitudes résiduelles sur ces différents sujets en termes de délai, en termes d'ampleur des changements et du visage qu'aura le monde d'après-crise, la nouvelle donne. Alors j'en tire, si je peux me permettre, 3 implications pour les dirigeants d'entreprises qui sont sans doute des constantes. Je les livre à votre réflexion, ravi d'en débattre à la pause si elle a lieu. La première, évidemment, c'est la nécessité pour les dirigeants d'être très à l'écoute des évolutions économiques, d'autant plus que les formes sont de plus en plus mouvantes et rapides. La deuxième, et c'est l'intervention de Suzanne Berger qui m'incite à penser cela, c'est l'impératif de réfléchir
plus encore à l'évolution de nos business models et de nos sources d'avantages compétitifs. Le monde de demain sera différent du monde d'avant-crise. Ça implique un travail des dirigeants. Puis la troisième réflexion, c'est un peu une boutade de conclusion, c'est la solitude du dirigeant. C'est une constante. Et le dirigeant se retrouve confronté dans son rôle, exercer un jugement face à des informations incomplètes, parfois contradictoires, et des recommandations diverses. En tout cas, un grand merci à nos experts pour leurs éclairages précieux. On a aussi validé à cette occasion les prémices qu'avait jetées Ludo avec l'enquête de l'INSEAD, et on y a répondu en partie, notamment sur la réflexion qu'on a conduite sur la nécessité de penser l'innovation, mais de ne pas la penser comme on l'a pensé jusqu'à présent, la penser comme il faut qu'on la pense sur les 10 ou les 15 prochaines années, avec la nécessité probablement pour la France d'en tirer un certain nombre de choix politiques. Bien, mesdames, messieurs, madame, messieurs, un grand merci, vraiment du fond du cœur. On a bien travaillé, vous méritez ces applaudissements.